pouvez me mettre le micro, merci. Bonjour, merci à tous d'être ici présents et merci à Sanofi d'être notre soutien à propos des vaccins. Aujourd'hui, vous allez assister à un symposium qui concerne les réponses à vos questions sur la vaccination et l'immunisation des jeunes enfants. Et nous avons le plaisir d'accueillir nos experts, un duo de choc. Nous avons Marie-Aliette Domergue, qui est expert Infovac et qui travaille au Chesnay. Et nous avons Chloé Lemaître, qui est AFPA et qui travaille à Montpellier. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Voilà nos liens d'intérêt. Donc, en première partie, nous allons parler de la protection des nourrissons contre le VRS. Je te laisse passer. Donc, je vous rappelle brièvement le poids du VRS en France. Le VRS est le premier virus identifié dans les bronchiolites de l'enfant, 90% chez les moins de 2 ans. C'est la première cause de bronchiolite en France et, comme vous le savez, pourvoyeur d'un nombre important de consultations en ambulatoire, de consultations aux urgences, d'hospitalisation et tout en haut de la pyramide pour les plus sévères d'hospitalisation en soins intensifs ou en réanimation. Alors, sur la flèche du haut, vous montre un petit peu la répartition des enfants hospitalisés. Alors, environ 50% des enfants hospitalisés sont nés avant la saison épidémique de VRS. On vous le précise parce qu'après, dans les études, ce sont les enfants pour lesquels on parlera de cohorte de rattrapage quand on leur proposera l'immunisation. Et 50% des enfants hospitalisés sont nés pendant la saison épidémique du VRS. Le graphique du bas, il vous montre que la grande majorité des enfants hospitalisés pour bronchiolite n'a pas d'antécédents, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce sont souvent des enfants sans facteur de risque et notamment des enfants nés à terme, puisque 90% des enfants hospitalisés sont des enfants nés après 36 semaines. Alors, la bronchiolite, oui, mais également les otites moyennes aiguës. Comme vous savez, les otites moyennes aiguës à VRS existent. Et puis, le fait d'avoir fait une infection à VRS précoce peut peut-être prédisposer également à des infections bactériennes, des otites moyennes aiguës bactériennes. Donc, en fait, dans cette étude, on a regardé des enfants qui avaient eu une bronchiolite à VRS durant les 6 premiers mois de vie. Et on a regardé si, entre 6 et 12 mois, l'âge de 6 et 12 mois, ils avaient un surrisque de pneumonie, d'otite moyenne aiguë et de prescription d'antibiotiques. Et vous voyez qu'il y avait effectivement une augmentation du risque de pneumonie de 36%, d'otite moyenne aiguë de 32% et de prescription d'antibiotiques de 21%, sachant que pour les pneumonies, il y avait en quelque sorte un effet dose, c'est-à-dire que le risque de pneumonie était d'autant plus important que la bronchiolite était jugée grave et ça s'y reposait sur le site de prise en charge de l'enfant, consultation ambulatoire versus consultation aux urgences versus hospitalisation, avec un risque qui augmentait à chaque fois. Maintenant, on va se concentrer sur l'efficacité sur le terrain et sur l'impact du nirsevimab. Il y a maintenant beaucoup de données, plus de 40 études en vie réelle. Et là, une méta-analyse qui a été réalisée à partir de 27 études de cohorte ou de cas contrôle en Europe et aux États-Unis, qui montre une efficacité en vie réelle combinée, donc avec une diminution de 83% des hospitalisations pour bronchiolite à VRS+, une diminution de 80% des admissions en soins intensifs et réanimation pour les enfants avec des bronchiolites à VRS+, et une diminution de 75% contre les infections des voies respiratoires inférieures. Alors, on a également la Galice qui nous a rapporté des données dès la première saison. Donc, on va parler de la saison 1, qui est la saison 2023-2024. On a eu pour la première fois le nirsevimab dans un certain nombre de pays, et puis la saison 2, ensuite, 2024-2025. Donc, ce qui s'est passé en Galice en particulier, c'est qu'ils ont eu une très bonne couverture d'immunisation, puisque 95% des enfants nés pendant la saison ont reçu du nirsevimab, 8% des enfants nés avant la saison, donc la fameuse cohorte de rattrapage. Et ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, sur les graphiques, vous pouvez comparer les courbes, c'est les années précédentes, et le diagramme orange, à chaque fois, c'est l'année en cours. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, là, c'est dans les cohortes éligibles, il y a eu un effondrement des cas de bronchiolite AVRS, des hospitalisations pour bronchiolite AVRS. Vous voyez, 95%, une efficacité de 95% chez les enfants nés pendant la saison, et 89% au sein de toute la cohorte. Et puis si on regarde la saison 2, donc je vous rappelle la saison 2, donc la saison 2024-2025, là encore une couverture d'immunisation qui est excellente, aux alentours de 90%, que ce soit pour la population cible qui est née pendant la saison ou la population de cohorte de rattrapage. Si vous regardez par exemple le graphe du milieu, vous pouvez voir, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est l'incidence cumulée au cours de l'année des bronchiolites hospitalisées à VRS. Donc vous voyez qu'effectivement les années précédentes, l'année en rouge ici,
2023-2024, la première saison, et puis la deuxième saison, 2024-2025. Là encore, un effondrement, vous voyez ici, chez les nourrissons de moins de 6 mois, alors même que le virus continue à circuler. On est bien d'accord que ça n'empêche pas l'épidémie, ça n'empêche pas le VRS de circuler. Et ça, c'est le diagramme des cas dans les populations non éligibles au VRS, donc en comparaison. Et puis, ce qui est intéressant, c'était, on pouvait se demander si ces enfants qu'on a immunisés pendant la première saison, la saison 2023-2024, ils étaient éventuellement plus à risque de faire des formes retardées, donc ils vont forcément s'infecter à VRS, mais est-ce que quand ils vont s'infecter éventuellement pendant la deuxième année de vie, est-ce qu'ils vont faire des infections plus sévères? Est-ce qu'ils vont plus consulter? Est-ce qu'il y aura plus d'hospitalisation? Et donc c'est une question qu'on pouvait se poser, et on a un certain nombre de réponses partielles à cette question, et notamment en Galice toujours, ils ont regardé les enfants dans leur deuxième année de vie qui avaient reçu en 2023-2024 du nirsevimab. Ils ont regardé le nombre d'hospitalisations pour infection à VRS par rapport à ce qui était attendu, donc par rapport à ce qui est attendu, la courbe du haut ici, et ils ont remarqué qu'il y avait une diminution de 57% des hospitalisations pour VRS dans la deuxième année de vie, de 26% d'hospitalisation, toute infection respiratoire confondue. Et puis, ils ont également regardé, c'est le diagramme d'à côté, le nombre d'hospitalisations répétées pour infection, donc ce qu'on appelle les infections récurrentes à VRS. Et là, ils ont également constaté, dans la deuxième année de vie, pour ces enfants qui étaient immunisés lors de la première année, une diminution des infections à VRS, donc de 78% versus ce qui était attendu, de 68%, toute infection respiratoire. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si ces enfants, il y a une diminution parce qu'ils ont quand même fait leur infection à VRS, mais que soit ils n'ont pas consulté parce qu'ils n'ont pas été malades, ils se sont infectés sans être malades, ou alors peut-être qu'ils ont consulté davantage en ambulatoire, donc ça c'est ce qu'il faudra suivre par la suite, c'est ce qu'on a davantage de consultations en ambulatoire chez ces enfants qui sont immunisés la première année de vie. On sait aussi que s'infecter précocement, c'est pas très bon pour les muqueuses respiratoires, on sait que ça prédispose non seulement à faire, on en reparlera, des infections bactériennes, des surinfections, mais également à faire des infections répétées à VRS ou à d'autres virus, voire éventuellement à aboutir à une hyperactivité bronchique, à un asthme du nourrisson. Et donc le fait de les avoir protégés précocement permet probablement, en tout cas ces données le suggèrent, de les protéger contre ces infections répétées par la suite à VRS et d'ailleurs et à d'autres virus. Donc un impact potentiellement plus important. Peut-être aussi qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont encore des anticorps assez longtemps. On ne sait pas très bien quelle est exactement la durée des anticorps, qui peut être quand même être variable d'un enfant à l'autre. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu des hypothèses, des pistes, mais ces résultats sont quand même très prometteurs. Alors, qu'en est-il maintenant de la vaccination des femmes enceintes avec le vaccin contre le VRS, qui, en France, l'Abrysvo? On a des données dans d'autres pays, en Argentine, des données d'efficacité en vie réelle et des données d'impact. La première étude qu'on vous présente en haut à gauche, donc c'est l'étude Bernie, qui est une étude rétrospective cas témoins, où on a regardé l'efficacité, c'est-à-dire sur les hospitalisations pour une bronchiolite à VRS, en fonction du statut vaccinal de la mère. Et on montre qu'il y a une diminution de 78% des hospitalisations pour les enfants de moins de 3 mois et une diminution de 71% si on prend la tranche d'âge 0 à 6 mois. Une deuxième étude qui s'appelle l'étude RIMA, qui est une étude de cohorte rétrospective réalisée à Buenos Aires, qui regarde également les hospitalisations pour bronchiolite à VRS. Et effectivement, et dans un premier temps, elle a regardé l'efficacité, qui est similaire à l'étude Bernie, une diminution de 80% des hospitalisations pour les moins de 3 mois. Sur les courbes en dessous, c'est une étude d'impact. Elle a regardé sur toute la population par rapport à ce qui était attendu, combien de cas d'hospitalisation, combien de bronchiolites, enfants avec bronchiolite étaient hospitalisés en 2024, avec une diminution qui était de 33%. Alors ce chiffre pourrait paraître peut-être un peu faible, mais la couverture vaccinale, même si elle n'était pas nulle, était de 62%, et toutes les femmes, donc 62% des femmes enceintes entre 32 et 36 semaines, mais elles n'avaient pas toutes été vaccinées de manière optimale en fonction de la saison. Voilà, sur cette étude qui vient de Grande-Bretagne, qui est très intéressante, l'étude BronchoStop, qui montre, donc c'est une étude par contre qui est prospective sur plusieurs centres, 30 hôpitaux, qui regarde aussi l'efficacité du vaccin sur les hospitalisations pour les bronchiolites AVRS, en s'intéressant à la date d'injection de l'Abrysvo par rapport à l'accouchement. Et donc toute date d'injection confondue, on observe une diminution de 58% des hospitalisations pour bronchiolite AVRS, mais par contre, si on regarde
les femmes qui ont reçu le vaccin plus de 14 jours avant l'accouchement, on monte à 72% d'efficacité. Et donc, vraiment, c'est le délai actuellement qui est recommandé en France pour considérer que cette vaccination maternelle a été efficace. Si elle a eu lieu plus de 14 jours avant la naissance, on considère que l'enfant est protégé et on ne va pas proposer à cet enfant le nirsevimab. Mais il y a des travaux qui suggèrent quand même que pour optimiser le transfert, c'est une autre étude à droite, il vaut sûrement mettre peut-être plus que de 2 semaines, en tout cas plus on augmente les semaines entre l'injection de la Brisevo et l'accouchement, plus on optimise le transfert des anticorps maternels. C'est une étude qui a regardé les anticorps de la maman, les anticorps au sang du cordon et 2 mois après, et qui a montré que plus on se rapprochait de 5 semaines entre la vaccination maternelle et l'accouchement, mieux l'enfant était protégé. Et de manière amusante, ils ont montré aussi que l'enfant était mieux protégé par une vaccination de la mère que par une infection naturelle de la mère pour le VRS, qui donnait des taux d'anticorps au sang du cordon qui étaient plus faibles. Alors maintenant, on va s'intéresser à des données françaises. Donc juste pour rappeler, vous connaissez l'étude Harmonie qui avait montré une réduction des hospitalisations pour infection AVRS dans les 6 premiers mois de vie. On avait les données à 5 mois. On a les données jusqu'à 6 mois après l'administration, donc qui confirment une efficacité qui est maintenue à 6 mois de manière certaine, avec une efficacité de plus de 80% sur les hospitalisations pour bronchite AVRS. L'autre intérêt des dernières données, c'est qu'on a un recul de 1 an, 365 jours après l'administration, toujours aucun problème de sécurité d'emploi qui est signalé avec le nirsevimab. Alors, quel est le bilan de la campagne de prévention l'année dernière en France sur l'hiver 2024-2025 ? Concernant le nirsevimab en maternité, la couverture estimée était de 75%, donc les enfants nés pendant la saison, ce qui est plutôt bien quand même. Et concernant la couverture en libéral, elle était, j'ai envie de dire, seulement à 50% sur la cohorte de rattrapage, avec quelques disparités géographiques qui sont finalement pas si importantes, qui sont entre 55 et 45% en fonction des régions. Concernant la vaccination contre le VRS pour les femmes enceintes, la couverture était estimée à 27% des femmes enceintes éligibles, pendant entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Alors, quelle est l'efficacité du terrain, sur le terrain de nirsevimab ? Donc, saison 2. Donc, pour la saison 2024-2025, on va parler des hospitalisations AVRS. C'était intéressant de voir si on avait une aussi bonne efficacité qu'en saison 1, parce qu'on a une circulation majoritaire du VRS-B en saison 2, alors qu'on avait surtout une circulation majoritaire du VRS-A en saison 1. Donc, avec possiblement plus de résistance au nirsevimab avec le type B. Donc, c'était intéressant de voir ce qui se passait sur le terrain. Et donc, cette étude d'effectiveness qui a eu lieu dans 12 centres en France, on incluait tous les enfants de moins de 12 mois hospitalisés pour une bronchiolite, quelle que soit la cause. On leur faisait un test VRS pour savoir s'ils étaient VRS+, ou VRS-, et on comparait ces groupes en fonction de leur statut d'immunisation par le nirsevimab. Et ça a permis d'avoir donc un taux d'efficacité évalué à 85%, donc toujours excellent, pour la prévention des hospitalisations AVRS durant cette saison numéro 2 avec circulation majoritaire de VRS-B. Alors sur les passages aux urgences, vas-y. Oui, donc on a vu les hospitalisations. On va regarder maintenant sur les passages aux urgences. C'est l'étude Oursin qui a regardé sur les 2 saisons, la saison 1 et la saison 2, l'efficacité donc de l'immunisation sur le nombre d'enfants qui passaient aux urgences avec une bronchiolite AVRS. Je vous propose de regarder que l'encadré d'en haut qui montre une diminution de 83% sur la saison 1 et de 89% sur la saison 2, donc des passages aux urgences pour les enfants avec une bronchiolite VRS+. Alors, la question qui s'est posée ensuite, donc on a vu les hospitalisations, on a vu aux urgences et maintenant en ambulatoire. Il y a une étude sur la saison 1 qui avait regardé pareil, une étude d'efficacité, VRS+, VRS-, et qui a montré une diminution également de 80% des consultations ambulatoires pour bronchiolite à VRS+. Et sur la saison 2, oui, donc on ne vous a pas montré la saison 1, mais voilà, 80%, il faut retenir, c'est le chiffre magique, 80% sur les hospices, sur les passages aux urgences, et sur les visites en ambulatoire. Et donc la saison 2... Sur la saison 2, donc via le réseau Paris, donc des pédiatres qui codent en ville les maladies infectieuses et qui ont des données. Donc ça, c'est une étude un peu différente. C'est une étude d'impact où on a comparé la période 2017-2020 à l'année 2024-2025 et on regarde le nombre d'enfants qui consultent en ambulatoire pour une bronchiolite. Voilà,
en général, toutes causes confondues. Et donc, on voit une diminution de 25% en général et une diminution de moins de 50% chez les enfants de moins de 3 mois. Alors, qu'en est-il des otites? Alors, sur les otites, on a dans les données publiées les données également du réseau Paris. Vous voyez ici l'évolution au cours du temps des pics épidémiques d'otites moyennes aiguës qui surviennent voilà, de manière épidémique. Il y avait eu une diminution importante ici au moment du confinement. Pardon. Et puis, il y a eu à nouveau une diminution par rapport à ce qui était attendu en post-nirsevimab, avec une diminution globalement de 50% des consultations pour otite moyenne aiguë chez l'enfant de moins de 6 mois. Alors, est-ce qu'on a d'autres données? Alors, sur les otites moyennes aiguës, oui, il y a une autre donnée qui a porté sur les otites moyennes aiguës, spécifiquement AVRS, où on a comparé les consultations en ambulatoire pour otite moyenne aiguë. Les enfants avaient un test VRS dans l'asopharynx. On comparait les VRS+, et les VRS-, et on a vu donc dans cette étude une diminution de 80% dans la population immunisée par nirsevimab des consultations pour otite moyenne aiguë AVRS. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que donc on se rend compte qu'on a, c'est des études qui sont encore non publiées, qu'on a un impact sur les otites moyennes aiguës AVRS, mais probablement aussi sur les otites moyennes aiguës à bactériennes, avec une diminution globale du nombre d'otites moyennes aiguës. Et puis on sait que le virus fait le lit de la bactérie. On connaît bien la corrélation entre notamment VRS et pneumocoque. Et ça a été retrouvé dans notamment une autre étude qui est en cours de publication, qui a montré que les enfants qui avaient reçu du nirsevimab avaient été moins souvent hospitalisés pour des infections invasives à pneumocoque durant les 9 premiers mois de vie. Une réduction de 36% dans cette étude des enfants qui avaient reçu le nirsevimab versus ceux qui ne l'avaient pas reçu concernant les hospitalisations pour infections invasives à pneumocoque. Donc l'impact au-delà de la bronchiolite, à la fois sur le type de maladie, les otites moyennes aiguës, les pneumonies, les consommations d'antibiotiques qui vont avec, mais également les infections invasives à pneumocoque est intéressant. L'impact, on ne vous a pas montré là non plus l'impact sur la consommation d'antibiotiques, mais il y a des données du réseau Paris qui montrent qu'il y a une diminution de consommation de prescription des antibiotiques par les médecins prescripteurs depuis l'introduction du nirsevimab. Et puis on attend probablement, en tout cas on l'espère, peut-être un impact sur l'asthme du nourrisson, notamment en s'appuyant sur les données que je vous ai montrées tout à l'heure de la région Galice en Espagne, qui montrent qu'effectivement il y a moins d'hospitalisation pour infections récurrentes et possiblement moins d'hyperactivité bronchique. Donc voilà, mais ce sont des données à venir. Alors, en résumé... Donc, pour conclure, voilà, on va regarder la pyramide en partant du sommet, avec le chiffre de 80% globalement à retenir. Donc, sur l'efficacité en vie réelle, donc S1, ça veut dire saison 1, des hospitalisations en réanimation, donc une diminution de 80% pour les enfants immunisés, une diminution de 80% des hospitalisations en saison 1 et en saison 2, une diminution de 80 à 90% en saison 1 et 2, donc sur le nombre de passages aux urgences. Et sur les bronchiolites en ambulatoire, donc deux types de données, celle dont on vous a parlé à l'oral tout à l'heure, avec une diminution de 80% d'efficacité en vie réelle sur la saison 1, et une étude d'impact sur la saison 2, avec une diminution de 50% des consultations d'ambulatoire chez les moins de 3 mois. Et donc pour les otites moyennes aiguës, Marie-Aliette vous a dit aussi pour la saison 1 à l'oral, une diminution de 80% des enfants qui étaient vus pour une otite moyenne aiguë AVRS, et en saison 2, une diminution de 50% chez les moins de 6 mois dans l'étude d'impact. Sur les otites moyennes aiguës, voilà, tout confondu. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de données cumulées, très intéressantes, et qui, au vu des données internationales, nous confortent dans l'importance de protéger les nourrissons. Donc on a, comme vous le savez, l'HAS a recommandé 2 stratégies qui sont équivalentes, soit l'immunisation passive par nirsevimab, soit l'immunisation passive aussi, mais par vaccination maternelle par le vaccin AVRS. Donc il y a des documents qui ont été émis par l'HAS pour aider éventuellement dans la décision partagée avec nos parents patients. En pratique, la campagne d'immunisation, comme vous le savez, elle a débuté au 1er septembre 2025. Donc pour tous les bébés qui sont nés à partir du 1er septembre,
par nirsevimab en maternité et en ville, ou avec le vaccin pendant la grossesse. Pour les femmes enceintes de 32 à 36 semaines, pour l'instant, c'est toujours ça qui a été gardé, sachant que c'est un vaccin qui a l'AMM, comme vous le savez, à partir de 24 semaines d'aménorrhée. On reste sur cette tranche 32-36 semaines pour l'instant. Donc on l'a déjà vu au moins 14 jours avant l'accouchement, voire plus si on peut. Il ne faut pas le faire si la mère est immunodéprimée parce qu'elle va mal fabriquer ses anticorps, donc forcément en transmettre moins à son bébé. Ou si elle a déjà reçu ce vaccin lors d'une précédente grossesse, puisqu'on attend d'avoir éventuellement du recul. On n'a pas de recul sur des administrations itératives au cours des grossesses. Et puis on doit respecter 15 jours d'intervalle minimum avec le vaccin coqueluche, puisqu'il y a une petite interférence immunologique. Et puis pour les enfants qui sont nés avant, donc c'est notre fameuse cohorte de rattrapage, qui sont nés à partir du 1er février 2025, on considère que donc c'est leur première année de circulation du VRS, puisque l'épidémie l'année dernière s'est arrêtée, a été conclue comme s'arrêtant au 31 janvier 2025. Eux, ils doivent effectivement faire partie de cette cohorte de rattrapage et donc recevoir le nirsevimab en ville. Alors, qu'en est-il de l'immunisation des enfants lors de leur deuxième saison de VRS? Donc là, ce sont les enfants plus grands, c'est leur deuxième saison, et ces enfants qui demeurent vulnérables au VRS, on a maintenant une recommandation d'immuniser ces enfants qui sont vulnérables, sans qu'il y ait de critères de vulnérabilité qui a été établi. Donc l'AFPA a donné quand même un guide pour savoir un peu qui vacciner dans leur deuxième année d'exposition au VRS. Hein, s'il ne s'agit pas de vacciner tous les asthmatiques, d'immuniser tous les asthmatiques. Et donc la liste qu'elle a proposée, qui est une liste similaire par exemple pour les enfants pour lesquels le vaccin antigrippal est recommandé, sont les enfants qui ont des pathologies quand même plutôt sévères. La dose dans ces cas-là recommandée, si les enfants pèsent de plus de 10 kg, est de faire 2 fois 100 mg. Vous savez que moins de 5 kg, c'est 50, sinon c'est 100. Et pour ces enfants en deuxième année de plus de 10 kg, c'est deux injections de 100 mg qui est recommandée. Alors c'est vrai que la question est assez régulièrement posée pour des enfants grands prématurés qui ont une infection, qui ont une atteinte pulmonaire chronique, anciennement appelée dysplasie bronchopulmonaire. Parfois, ces enfants, à 1 an, la majorité ne font pas 10 kilos, et donc il ne semble pas raisonnable de leur faire 2 fois 100 mg, même si c'est la recommandation. Donc voilà, ça c'est une position, on va dire, de société savante raisonnable, de dire qu'il faut leur faire qu'une seule dose de 100 mg à partir du moment où ils font moins de 10 kilos, on est bien d'accord. Et puis pour revenir sur les questions qui tombent souvent à Infovac aussi, sur cette deuxième année de vie, attention à ne pas proposer le nirsevimab à tous les asthmatiques de la Terre. Le bénéfice vraiment est reconnu à partir du moment où on a quand même un surrisque vrai de bronchiite à VRS sévère dans la deuxième année de vie, et ça c'est documenté pour un certain nombre de pathologies. Donc je trouve que c'est très bien que effectivement l'AFPA ait proposé une liste dont font partie effectivement les mucoviscidoses, les infections pulmonaires, les insuffisances pulmonaires, les cardiopathies congénitales, les trisomies 21, les enfants qui ont des difficultés respiratoires du fait de pathologies neurologiques. Donc ça c'est vraiment important de rester raisonnable sur ces indications. Donc on va vous présenter quelques cas cliniques, quelques questions qui tombent souvent à Infovac. Pardon ? En fait, là, tout de suite, on va... Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fait les 2 cas cliniques qui comportent sur le VRS. On fait question VRS après. Et ensuite, on peut voir d'autres cas cliniques sur d'autres sujets de vaccinaux. Donc, Chloé, tu suis une petite de 7 mois qui est née en février. Donc, celle-là, elle tombe tout le temps. Hein, qui est née en février. Elle est née en février 2025, mais sa maman a été vaccinée contre le VRS en janvier 2025. Est-ce que tu lui fais une injection de nirsevimab? Parce qu'on nous a quand même bien dit qu'il ne fallait pas cumuler les 2 préventions. Oui, certes, mais cet enfant, elle est née en février, donc par rapport à la recommandation du nirsevimab, elle a le droit d'avoir son immunisation, et la maman a été vaccinée en janvier. Or, les anticorps maternels vont décroître, et puisque la durée de protection estimée de la vaccination maternelle est d'environ 6 mois, cet enfant va rentrer en première saison d'exposition au VRS au mois de septembre-octobre. Et donc, oui, elle va avoir droit, et il faut lui faire son injection de nirsevimab, d'autant plus qu'on a vu que ça protégeait
des hospitalisations, des consultations pour bronchiolite à VRS, mais que ça s'étendait au-delà, avec une diminution des otites, éventuellement d'autres infections invasives. Donc, à titre individuel, oui, il faut lui proposer. Ensuite, une question qui tombe de temps en temps, c'est un bébé qui a été hospitalisé pour une bronchiolite à VRS documentée à l'âge de 1 mois. Il a 3 mois maintenant. Est-ce que tu lui fais ou pas le nirsevimab ? Alors, ce n'est pas recommandé après une infection prouvée à VRS, mais il y a des arguments qui nous donnent à penser que ce serait plutôt judicieux de lui faire. Il n'y a pas d'immunité durable après une infection à VRS. Les enfants peuvent se réinfecter dès 2 mois après. Il y a le sous-groupe A et B, donc on peut s'infecter avec un autre sérogroupe pour le VRS. Il a fait une bronchiolite sévère à 1 mois de vie. Ça veut dire qu'il est plutôt candidat à refaire une bronchiolite sévère. Donc, pareil, de manière individuelle pour cet enfant, ce serait intéressant de lui proposer l'immunisation avec le nirsevimab. Alors ça, voilà, c'est toujours une discussion au cas par cas. Souvent, on dit, avant 3 mois, oui. Entre 3 et 6, discutable. Au-delà de 6 mois, il a probablement moins à risque d'être hospitalisé. Mais on sait que l'immunité est de vraiment très courte durée, surtout chez le très jeune enfant. Donc, c'est la vraie vie. Donc, je pense que tu avais une question à poser parce qu'on va passer à un autre sujet. Oui, une question concernant les anticorps maternels après vaccination maternelle. Donc, Chloé, tu as bien dit que le taux d'anticorps est meilleur si on fait une vaccination 5 semaines avant la naissance présumée. Est-ce qu'il y a un moment dans la grossesse, plus tôt que 5 semaines, où le taux d'anticorps est plus faible au moment de la grossesse, ou est-ce qu'il n'y a pas d'études sur le sujet? Il n'y a pas d'études. On ne sait pas ça. Donc, il n'y a pas trop tôt, en fait. Non, on ne sait pas s'il n'y a pas trop tôt. On n'a pas ça. On sait que si on le fait trop tard, c'est pas bon, mais avant, non. De toute façon, nous, vu que le trop tôt, c'est 32, il n'y a pas de trop tôt, quoi. Enfin, tu vois, si on étendait, selon l'AMM, l'indication d'hospitalisation jusqu'à 24 semaines, ce que certains pays font, parce que il y a certains pays qui vaccinent dès 24 semaines. La prudence de le faire qu'entre 30-36, c'est qu'il y avait un doute sur une augmentation de la prématurité qui n'est pas confirmée pour l'instant, mais la France a préféré, comme d'autres pays, garder ce délai, ce laps de temps-là, et du coup 32 en pratique, c'est... Après, on ne peut pas toujours comparer, parce qu'il y a les études, comme vous le savez, pour les passages pour les anticorps coquelucheux, où on a l'impression que c'est plutôt mieux fin du 2e trimestre ou début du 3e, donc là il y a pas mal d'études sur les passages d'anticorps. Il y a des études qui montrent que c'est pas du tout la même chose pour la coqueluche et le VRS, donc on ne peut pas calquer du tout le passage des anticorps pour les deux types de virus et bactéries. Oui, là-bas au fond. La deuxième saison, c'est que si à risque et c'est remboursé. Oui, c'est ça. C'était recommandé et le remboursement a été validé récemment. Voilà, donc c'est remboursé, recommandé et remboursé pour les enfants vulnérables qui rentrent dans leur 2e saison, de VRS. Il faut bien savoir que tout venant faire du nirsevimab à un enfant tout venant durant sa 2e saison de circulation du VRS, on ne sait même pas si c'est bénéfique en réalité. Mais par contre, tout venant, si l'immunisation a eu lieu parce que la maman a eu un Abrezvo, pas un Beyfortus. Non. En fait, il y a la première saison. Donc la première saison, on choisit entre Beyfortus ou vaccin VRS ou Abrezvo. Si là, le cas qu'on a présenté, donc c'est l'un ou l'autre normalement. Mais ce qui s'est passé, c'est que les recos, elles n'ont pas été très astucieuses, pour dire, employer un terme, dans le sens où on a continué à proposer la vaccination à des femmes dont le bébé allait naître en mars, après la saison. Donc du coup, on se retrouve dans une situation problématique pour des enfants qui, là, actuellement, à l'entrée dans la saison, avaient 6 mois, 7 mois, n'étaient absolument plus protégés par les anticorps de la mère, et pour autant, ils étaient nés après le 1er février, donc c'était leur première saison à eux. Donc ça, je ne sais pas si c'est... Oui, en fait, c'était juste une question de temporalité, parce qu'elle avait été vaccinée trop tardivement, cette maman. C'est ça. En fait, le truc, c'est que quand on vaccine les mamans, déjà là, par exemple, commencer en septembre, c'était trop tard. C'est-à-dire qu'il aurait fallu commencer au moins en juillet. C'est-à-dire qu'il faut calculer, quand vous vaccinez
une femme, quand vous proposez une vaccination, quand vous êtes entre 32 et 36, à quel âge, quel est son terme prévu, et est-ce que ce bébé va être protégé pendant ses 6 premiers mois de vie, s'il naît pendant la saison, enfin vous m'avez compris, qu'il soit protégé pendant la saison de circulation du VRS, quoi. Si je puis me... Ouais, vas-y. Oui, juste une petite remarque sur ce sujet, en faisant suite aux remarques syndicales un peu plus tôt et rapidement. Dans l'esprit de la HAS, c'était choisir exclusivement. C'était ou vaccin maternel ou nirsevimab. Bien sûr. Maintenant, en scientifique, ce qu'on vous explique, c'est le raisonnement scientifique. Par contre, la Sécu peut récuser le remboursement du deuxième ou de la deuxième année, ou le fait de redonner un nirsevimab à un enfant. Maintenant, comme ce n'est pas très étendu, ça peut passer, mais pas pour longtemps. Parce que maintenant, ils cherchent les sous. Et ils peuvent vous récuser le remboursement du nirsevimab chez un enfant de mère vaccinée. Ouais, je ne sais pas comment ils vont aller chercher l'info, hein. Honnêtement. Les ordinateurs, sur informatique, ils savent tout ce qui a été donné à la maman, au bébé, etc. Oui. Je pense qu'on n'est pas encore là, mais... Oui. En tout cas, effectivement, c'est vraiment très, très dommage. On n'est pas riche en France. C'est une stratégie préventive, comme vous voyez, qui est extrêmement efficace, mais qui est extrêmement coûteuse. Et faire 2 préventions alors qu'il n'y aura besoin que d'une, c'est juste pas admissible, quoi. Enfin, je veux dire, il faut qu'on... Donc, les recommandations n'ont pas été tout à fait adéquates, mais il faut vraiment réfléchir au mieux pour que l'enfant soit protégé pendant la saison de circulation du virus, alors qu'il est vulnérable, c'est-à-dire essentiellement pendant ses 6 premiers mois de vie. Et si on a ça en tête, après, voilà, on fait des bons choix. Et sur la deuxième année de nirsevimab, on redit bien, enfin, c'est vraiment que les enfants qui restent très vulnérables, parce que de toute façon, ils vont s'infecter à VRS un jour. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, on s'infecte tous à VRS. N'importe quel enfant de moins de 2 ans va s'infecter plusieurs fois, au moins une fois, voire plusieurs fois à VRS dans sa vie. Donc, c'est vraiment pour les protéger des infections sévères qui vont les emmener à l'hôpital. Et pour ça, il faut avoir un terrain sous-jacent quand même. Ouais, aucun enfant, si je peux me permettre, aucun enfant ne doit pas être protégés, puisqu'on a maintenant 2 stratégies. C'est vrai que l'année dernière, sur la saison 1, il y a eu 27% de doublons. Ça a été montré. Il ne faudrait pas que ça se reproduise tous les ans. C'est vrai que sur l'économie, ce n'est pas légitime. Oui, est-ce qu'on a une idée si le vaccin chez la mère est encore valable pour une grossesse ultérieure? Non, pas encore. Ah, ça, c'est non. Non. Non, il n'est pas valable ou non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ah non. C'est-à-dire que ça diminue très vite les anticorps. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on revaccine d'ailleurs ce patient-là, par exemple le bébé. Donc... Non, c'est-à-dire que la question, c'est est-ce que si pour sa prochaine grossesse, j'ai bien compris, est-ce qu'on refait un vaccin? Est-ce que le taux d'anticorps, en fait, ce qu'on fait, c'est que ça fait un rappel chez la mère, suffisamment important pour que le passage des anticorps au sang du cordon permette de protéger le bébé pendant ses 6 premiers mois de vie. En gros, c'est ça. Voilà, on ne sait pas si c'est tout à fait 6 mois, mais bon, à peu près. Et c'est clair qu'après, ça baisse très vite, les anticorps de la maman. Vous savez que chaque année, pourquoi est-ce qu'il y a des épidémies aussi de VRS? C'est parce que l'ensemble de la population n'a pas eu de booster. C'est que pourquoi le virus VRS circule un peu moins lors de certaines périodes de l'année? C'est parce qu'on s'est tous boostés, qu'on a fabriqué des anticorps, qu'on a une immunité collective qui fait un petit peu barrière au virus, mais pas longtemps. Mais après, notre immunité collective, si on n'est plus restimulé, c'est pour ça aussi qu'on a eu des rebonds, notamment d'infections à VRS, etc., après le confinement. Si on n'est plus stimulé, l'immunité collective, elle baisse. Donc, la maman enceinte qu'on booste pendant une grossesse, la grossesse d'après, elle n'a plus d'anticorps. Elle a peut-être eu des reboosts naturels, mais on avait vu ce qu'elle vous a dit, Chloé, c'est que le boost naturel, l'infection naturelle pendant la grossesse, ça donne beaucoup moins d'anticorps au sang du cordon chez le bébé qu'un rappel vaccinal. Et le rappel vaccinal, voilà, il va booster ses anticorps suffisamment pour protéger le premier bébé, mais la grossesse suivante, clairement, il n'y a plus d'efficacité de ce premier vaccin VRS. Donc, savoir s'il faut refaire un vaccin VRS l'année suivante comme on le fait, la grossesse suivante comme on le fait pour la coqueluche, pour l'instant, la réponse est non, parce qu'on n'a pas de données sur les injections itératives de ce vaccin chez la femme enceinte. Donc, pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Donc, pour une deuxième grossesse, il faut proposer le nirsevimab au bébé. J'espère que c'est clair. Vous aviez une question? Oui. Le problème aussi, c'est pour les parents qui ne savent pas expliquer s'ils ont fait le vaccin pendant la grossesse ou pas. Et on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de compte-rendu de la maternité, et du coup, on ne peut pas être sûr
C'est sur vrai, les parce que moi, je populations, travaille en ville et effectivement, les mamans, elles disent oui, j'ai un vaccin, mais à savoir est-ce que c'est la brise-veau, est-ce que c'est la coqueluche, la grippe. Il y en a qui sont très au carré et d'autres non. Donc, oui. dans ces cas-là, soit il faut aller chercher l'info, qu'elle demande au gynéco, à la sage-femme, etc. Soit on considère qu'on ne sait pas, elle ne l'a pas eu. Et dans ces cas-là, on fait le Nirsevimab, effectivement. C'est une mention dans le nouveau carnet de santé. Et je vous avoue qu'en effet, elle n'est pas toujours remplie. Mais normalement, vous avez la vaccination maternelle dans le nouveau carnet de santé. Oui, mais qui la remplit, qui remplit oui, cette info. il faut qu'elle soit remplie aussi. Les sages-femmes au moment de l'accouchement, mais c'est vrai que c'est pas toujours rempli. Non, c'est pas même souvent, pour pas coqueluche, toujours qui est rempli. nettement écrit. Et après, il y a autres vaccins. Mais ça devrait s'améliorer. De toute façon, on va tout améliorer. Oui, ça c'est un vrai problème pratico-pratique, en effet. Du coup, il y a une fenêtre pour les mamans c'est inutile de vacciner les mamans qui vont accoucher, par exemple, entre mars puisque c'est la fin, il n'y a plus d'épidémie de VRS, entre mars et août. Juillet. C'est ça. On peut commencer la vaccination en juillet pour couvrir les enfants qui vont naître pendant la saison d'exposition. Voilà, mais du coup, c'est ça qui est pas très simple et c'est pour ça qu'il y a des couacs en fait. C'est parce qu'il y a pas mal de mamans qui sont pas vaccinées selon les bonnes saisons et la recommandation n'a pas été très Et le problème, aidante. c'est qu'ils ont voulu faire simple en faisant le même délai du 1er septembre à fin janvier, en gros, saison de circulation du VRS pour Nirsevimab et vaccination de la femme enceinte, alors que ça ne va pas. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, mais... Alors après cette magnifique communication sur le VRS, on va passer à un autre sujet, c'est ça? Oui, si vous voulez. On avance un peu. Alors, un petit cas clinique. Dans Marie-Alette, tu reçois en consultation Alice, âgée de 10 mois. Elle a eu 2 doses de le PCV15, donc de Vaxneuvance, vaccin contre le pneumocoque, 15 sérotypes en primo-vaccination. La date du rappel arrive. Qu'est-ce que tu lui proposes? Donc, tu poursuis avec le Vaxneuvance. Tu fais une dose de Prevnar 13 en rappel, une dose de Prevnar 20 en rappel, ou tu laisses le choix aux parents. Les pauvres. Voilà. Au final, c'est quand même peut-être les parents qui vont décider. Oui, parce que c'est le vaccin pneumococcique est obligatoire, mais il n'est pas précisé lequel est obligatoire. Donc bref, non, mais juste pour rappeler qu'effectivement, c'est le Vaxneuvance, mais ça vous le savez tous, qui est proposé en alternative au Prevnar 13. On gagne 10% de couverture sérotypique sur les infections invasives à pneumocoque. Mais le Prevnar 20, c'est actuellement le vaccin pédiatrique qui couvre actuellement le pourcentage le plus élevé de sérotypes de pneumocoque qui circulent depuis le PCV 13. Vous savez aussi que le Prevnar 20 a obtenu une AMM dès l'âge de 6 semaines, mais en 3+1, en schéma 3+1, donc 3 doses de primo-vaccination plus un rappel, parce qu'il perd en immunogénicité. Plus on rajoute de sérotypes, plus on perd en immunogénicité. Donc il a perdu un peu en immunogénicité par rapport au Prevnar 13. Et donc il y a une phase entre la fin de la primo-vaccination et le rappel où on a, pour un certain nombre de sérotypes, un peu moins d'anticorps. En revanche, une fois que vous avez fait le booster, le rappel, les taux d'anticorps sont très proches et c'est vraiment le booster, cet rappel, qui a le plus d'effet sur le portage et sur l'immunité de groupe. Et quand on est dans un pays où on a un fort taux de couverture vaccinale, ce qui est le cas en France grâce entre autres à l'obligation vaccinale, l'effet de groupe il va être responsable de plus de 90% de la protection. Ça a été montré aussi par des études en Israël, par exemple, où on observait, ça avait été fait après le Prevnar 13, on observait une diminution des infections invasives à pneumocoque dans les populations vaccinées, chez les nourrissons vaccinés. Et quand on regardait les tout petits, les moins de 4 mois, il y avait une chute extrêmement importante des infections invasives à pneumocoque, alors qu'ils avaient reçu rien ou une dose. Donc ça, c'est par rapport à l'effet de groupe. Donc si vous avez un fort effet de groupe, une forte couverture vaccinale, peut-être qu'on peut se permettre de faire un Prevnar 20, parce qu'on sait qu'on rattrape complètement, et ça permet d'élargir. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait faire du 2+1 après le Prevnar 20, parce que c'est un petit peu l'argumentaire que je défends là, c'est-à-dire que peut-être que le fait d'avoir une moins bonne immunogénicité juste entre la fin de la primo-vaccination et le booster peut être compensé par le fait qu'on a une très forte immunité de groupe en France avec une bonne couverture vaccinale. Néanmoins, si aujourd'hui il y a des pays qui sont passés, vous proposez du Prevnar 20 en 2+1, vous êtes hors AMM, donc ce n'est pas ce qu'on conseille d'être hors AMM. De plus, les parents vont payer la totalité des doses. En revanche, proposer une dose de Prevnar 20 en rappel, vous n'êtes pas hors AMM,
puisque à partir de l'âge de 1 an, vous pouvez faire une dose de Prévenir 20 avec des bonnes réponses, et ça vous permet d'élargir un petit peu effectivement le spectre de protection. Donc, en pratique, on peut proposer une dose de rappel en Prévenir 20 chez cet enfant à l'âge de 11 mois, sans être hors AMM, en augmentant un petit peu sa protection, tout en sachant qu'il faut prévenir les parents que ça ne sera pas remboursé. Mais vous le faites déjà, si vous faites des vaccins varicelle chez les nourrissons, vous le faisiez quand vous faisiez du Bexsero avant que ce soit remboursé. Donc voilà, l'argumentaire, en tout cas scientifique, qui tient et qui peut soutenir, au moins en rappel, effectivement, l'utilisation de Prévenir 20 après une primo-vaccination en 2 doses, avec soit du 13, soit du 15. Et maintenant, tu reçois Christina, qui est une enfant qui est drépanocytaire SS, qui a 2 ans. Elle a eu 3 doses de Prévenir 13 en primo-vaccination, en M2, M3, M4, comme c'est recommandé pour les enfants drépanocytaires, et la dose de rappel avec le PCV 13 à 11 mois. Qu'est-ce que tu lui proposes ? Alors, du coup, elle a 2 ans maintenant. Oui. Donc, normalement, on doit élargir son spectre de protection, comme vous le voyez là, en lui faisant un pneumovax, donc un vaccin, comme vous le savez, polysaccharidique conjugué, qui induit une réponse thymo-indépendante, pas de mise en place de mémoire immunitaire, pas d'effet sur le portage, pas d'immunité de groupe. D'ailleurs, il a disparu de la stratégie de vaccination chez les adultes, puisqu'on fait, comme vous le savez, plus que du Prévenir 20 chez l'adulte. Et donc, cette petite fille, il n'y a aucune raison de ne pas lui proposer un Prévenir 20 qui lui permettra donc une meilleure immunogénicité avec un vaccin qui est polysaccharidique conjugué et qui a parfaitement l'AMM à cet âge-là, et une dose suffit. Le problème, c'est que, là encore, pour l'instant, on attend des nouvelles recommandations pneumococciques et on n'a toujours pas le remboursement dans cette situation. Alors, moi, je suis hospitalière. C'est vrai qu'on propose de le faire lors des bilans en hôpital de jour pour ces enfants drépanocytaires, mais ce n'est pas toujours ce qui permet aux parents de ne pas le payer. Alors ensuite, donc la reco actuelle, c'est la conclusion, c'est que la reco actuelle, c'est encore le pneumovax, mais que pour un bénéfice individuel, on préfère faire du Prévenir 20 à Christina. Alors, si on passe au méningocé, donc on a encore des enfants comme Zoé qui ont reçu un vaccin méningocé monovalent à 12 mois. Et la famille, elle est au courant et elle veut la vaccination ACWY. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on lui propose bien sûr la vaccination avec le vaccin tétravalent, quadrivalent, parce que les sérogroupes WY représentent 40% des cas dans cette tranche d'âge, on va le voir, et c'est pas parce qu'elle a reçu un vaccin juste contre le MENC à 12 mois que vous pouvez pas, dès le mois suivant, proposer un vaccin ACWY. On n'est pas obligé d'attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois ou plus, et de toute façon, c'est devenu obligatoire chez nous nourrissons jusqu'à 2 ans, un rattrapage avec les vaccins contre le méningocoque B et ACWY est obligatoire jusqu'à 2 ans et recommandé jusqu'à 5 ans, jusqu'au 5e anniversaire exactement. Donc là, maintenant, ce sera une petite synthèse des recommandations vaccinales sur les infections invasives à méningocoque. Le carré rouge, c'est ce qui est obligatoire. Donc, avant 24 mois, ces vaccins sont obligatoires. Avant 12 mois, 2 doses pour le ACWY et en 3 doses pour le Bexsero. De 12 à 24 mois, donc en cas de rattrapage, comme dans le cas de Zoé, une seule dose suffit quand c'est un rattrapage, et 3 doses également pour le méningo B. Jusqu'au 5e anniversaire, également en rattrapage, une dose de ACWY et par contre seulement 2 doses de B. De 5 à 11 ans, on va le voir ensuite, la vaccination n'est pas recommandée. Et par contre, là où il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années d'amélioration dans le calendrier vaccinal, ça a été sur la vaccination des adolescents qui représentent l'autre pic des infections invasives à méningocoque, avec maintenant une vaccination qui est recommandée et remboursée. En jaune, maintenant tout est remboursé pour les adolescents. Donc entre 11 et 14 ans, vous pouvez faire une injection du vaccin ACWY avec une protection estimée aux alentours de 10 ans. Et vous pouvez rattraper les enfants et jeunes adultes jusqu'à l'âge de 24 ans. Et pour le B, la vaccination est proposée à 15 ans en 2 doses. Ok. Et donc c'est 24 ans révolus. 24 ans jusqu'à révolus, 25 jusqu'à 25, effectivement. 25. Ok, et donc le frère de Zoé, il a été vacciné contre le C, lui quand il était petit, et les parents, ils veulent le protéger comme la sœur. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur explique que quand même dans cette tranche d'âge, il y a très peu d'infections invasives à méningocoque. Vous voyez pour le Y en haut à droite de l'écran, dans la tranche d'âge 6-10 ans, une infection avec le sérogroupe W et 2 infections avec le Y. Donc c'est vrai que ce n'est pas la tranche d'âge qu'on va chercher à protéger en priorité. Donc si les parents vraiment souhaitent le faire, et moi ça m'arrive beaucoup en libéral, du moment qu'ils revaccinent les petits, ils se sentent très culpabilisés que les autres ne soient pas protégés, quel que soit leur âge. Donc moi je trouve qu'ils me le demandent beaucoup. Donc vous pouvez le faire, bien sûr, en écrivant NR sur l'ordonnance parce qu'il n'est pas remboursé entre 5 et 11 ans. Vous pouvez aussi raisonnablement leur proposer d'attendre l'âge de 11 ans. Le risque est quand même très faible qu'ils s'infectent durant cette tranche d'âge. Par contre, si vous le faites, attention, c'est pas parce que vous le faites à 7 ans qu'il va être protégé jusqu'à 25 ans. Donc il ne faut pas que les parents se sentent faussement protégés en disant c'est bon, la méningite, je l'ai fait quand l'enfant va commencer à rentrer dans l'adolescence. Non, il faudra le revacciner. Alors peut-être pas à 11 ans, peut-être qu'on peut se donner un petit peu plus de délai puisque la protection est de 10 ans chez l'adolescent et peut-être un petit peu moins chez l'enfant. Mais si vous l'avez vacciné à 7 ans, peut-être que raisonnablement vers 13-14 ans, vous pouvez lui proposer de refaire. Mais il faut absolument dire aux parents, oui d'accord, mais il faudra refaire à l'adolescence. Ok. Moi j'aurais dit 15. 15, ouais, comme pour faire comme le B, mais ça protège jusqu'à 25. On va dire. Et alors Noémie, elle a 12 ans et elle n'a jamais été vaccinée contre le méningo B. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la vaccine maintenant? Qu'est-ce qu'on sait du B chez l'ado? Je te passe peut-être la suivante. La vaccination contre le méningocoque B des adolescentes, il y a une efficacité en virale qui a été démontrée très clairement. Là, ce sont des données australiennes avec une couverture vaccinale pour des ados qui est quand même très bien. À 16 ans, une dose 77% et 2 doses 70% de la tranche d'âge et qui a montré une réduction de 78% des infections invasives à méningocoque B chez les 15-18 ans. Donc là, une très bonne efficacité de cette vaccination. Par contre, je pense que vous le savez, mais la vaccination contre le méningocoque B, c'est une protection qui est individuelle, qui n'est pas collective, donc il n'y a pas d'effet sur le portage, donc il n'y a pas d'effet de groupe. Et sachant que ces infections arrivent après l'âge de 15 ans dans la tranche 15-25, il est judicieux de décaler cette vaccination à 15 ans. Le sérogroupe B représente la moitié des cas chez les adolescents dans cette tranche d'âge sur les données du CNR. Donc, c'est pas moins important que le ACWY. C'est pas moins important, c'est aussi important, mais vous attendez l'âge de 15 ans pour lui faire. C'est beaucoup plus judicieux. La protection apportée, elle est de moins longue durée et le pic des infections, c'est entre 15 et 25 ans. Et donc, pour le méningo B, donc, plus on décale, plus on la protège longtemps et dans la bonne période pour elle. Et à l'adolescence, on a le choix entre 2 vaccins méningo B, ce qui n'est pas le cas chez le tout petit. Chez le tout petit, oui, on parle du Bexsero, mais à l'adolescence, il y a je peux les citer, le Bexsero et le Trumamba. Voilà. Alors, là, on va parler un petit peu d'hépatite A. Il y a eu un petit peu d'actualité. Vous avez dû recevoir les bulletins du DGS avec des petits foyers d'hépatite A en France. Là, c'est une patiente qui veut voyager. Elle a été vaccinée par une seule dose de vaccin il y a plus de 10 ans. Elle part au Sri Lanka et elle a fait donc une seule injection. Et elle vous demande, est-ce que cette dose suffit? Est-ce qu'il faut lui faire une dose de rappel? Est-ce qu'il faut refaire tout le schéma vaccinal avant son voyage? Bon, alors la première chose, c'est qu'on ne refait jamais tout le schéma vaccinal, mais ça, vous savez, en termes de rattrapage vaccinal, on ne recommence jamais à 0. Tout dose fait de compte. Il suffit de terminer le schéma en respectant les intervalles minimums. Donc, en général, on a du retard. Donc, voilà. Mais si on doit faire une dose de rappel, il faut au moins attendre 4 à 6 mois, le temps nécessaire à la maturation des cellules mémoire. Si on attend plus longtemps, c'est jamais délétère en ce qui concerne la réponse immunitaire. Simplement, on retarde l'obtention d'une protection optimale. Donc, c'est vrai aussi pour le vaccin hépatite A. Même si ça fait 10 ans, on peut faire la deuxième dose. Sachant que probablement une dose unique de hépatite A est suffisante. C'est un vaccin qui est très efficace dès la première dose. Et en fait, on fait la deuxième dose essentiellement pour assurer un effet rappel et une immunité à vie, même si certains pays ne font qu'une seule dose de vaccin hépatite A. Et notamment en Argentine, il y a 100% des enfants qui sont vaccinés à l'âge d'1 an. Ils ont des anticorps, 100% des enfants vaccinés à l'âge d'1 an ont des anticorps 10 ans après. Ce schéma est utilisé depuis plus de 20 ans et ils n'ont plus d'hépatite A. Et il y a de nombreux pays qui sont passés au schéma une dose. Donc le schéma une dose, c'est que si vous vaccinez à partir de l'âge de 12 mois, sachant que c'est un vaccin qu'on fait généralement qu'à partir de l'âge de 12 mois, mais il y a des données dès l'âge de 6 mois. Mais voilà, donc nous on continue à faire 2 doses en France, mais on pourrait s'en passer. Et attention quand même aux immunodéprimés qui eux nécessitent plutôt un schéma 3 doses ou en tout cas des sérologies
vaccinale pour vérifier, parce que généralement ils perdent leurs anticorps anti-hépatite A avec une mauvaise immunité mémoire, et parfois on les revaccine, les immunodéprimés. Oui. Ah non. Alors donc déjà, donc la première chose, c'est que même une seule dose d'hépatite A, c'est ce que je montre là, probablement on n'a pas suffisamment de recul. Mais bon, depuis plus de 20 ans, pas de recrudescence d'hépatite A dans des pays qui sont en schéma à une seule dose. Donc déjà, ça, c'est très rassurant. Mais c'est sûr que quand on fait 2 doses, à partir du moment où elles sont espacées d'au moins 6 mois, ce qui ne serait pas bon, c'est qu'elles soient éventuellement trop rapprochées, on a une immunité extrêmement solide et qu'on peut considérer comme étant à vie. Il n'y a pas besoin de faire de nouvelles doses. Ce qui pourrait se discuter, c'est si l'enfant a reçu sa première dose avant 12 mois, ce qui n'est pas la MM. Mais sinon, non. S'il a été vacciné après un an, ce n'est pas la peine. Voilà ce qu'on veut dire pour l'hépatite A. Ouais. Non. Non, moi je suis pas passée à une dose, mais après c'est un vaccin du voyageur qui est payant. Oui, c'est pas très cher. Tu peux dire aux patients, effectivement, quand ils doivent choisir entre plusieurs vaccins, tu vois, ça coûte cher quand même les voyages, quand tu dois faire l'encéphalite japonaise, là. Ouais. Enfin, si on me donne le choix entre quelqu'un qui part plus d'un mois en Asie, enfin voilà, si je vais lui dire, fais plutôt l'encéphalite japonaise que la deuxième dose. La question du pratico-pratique, c'est ici. Robert, il dit une dose, parce qu'en Argentine, ils font une dose. Toi, tu ne fais pas une dose. Non, moi, pour l'instant, je suis toujours à 2 doses. D'accord. Qui est la recommandation française. Parce qu'elle reste sur les recos, mais voilà, peut-être qu'un jour, on passera à une dose. Après, je reste pas sur les recos pour tout, comme tu as pu le voir juste avant. On est d'accord. Pour l'hépatite A. Donc, une dose, c'est très bien. Non, mais bon, voilà, je pense que... Oui, mais 2 doses, quel que soit le délai. 20 ans d'intervalle. C'est-à-dire que c'est super fréquent, cette question-là. C'est-à-dire qu'en général, ils ont une dose d'hépatite A parce qu'ils font un voyage dans l'enfance, et puis ils reviennent 10, 15 ans après, ils disent « Ah bah tiens, là je voyage, est-ce que vous pouvez vérifier, docteur, mes vaccins ?» Et là, bah, tu n'as eu qu'une dose d'hépatite A, on va faire la deuxième, et bon, voilà, mais... Alors, je vous propose, si vous voulez, justement, qu'on laisse place aux questions, parce qu'on avait encore un petit cas clinique, mais peut-être c'est mieux de faire des questions, si vous avez des questions. Ah, tu veux que je le mette? Bon, la dernière. Encore une question sur le même sujet, recommandation vaccinale et la vraie vie. Vaccination anti-rabique, tu fais le même schéma que chez l'adulte ou tu fais encore 3+1? Ah, tu me poses une colle. Moi, je la fais pas souvent. Je crois qu'il y a un schéma unique. Hein. Bon. 2+1 maintenant, mais c'est parce que chez l'enfant, actuellement, officiellement, c'est pas recommandé. Ben, les Français, officiellement, non. Mais bon. Pour la différence selon la marque de vaccin en France, dans les recommandations nouvelles, il fallait regarder le livre qu'il distribuait sur les vaccins voyageurs. Mais bon, nous, on l'a en électronique. Et c'est marqué, il y a une différence selon la marque. Mais sur la recommandation sanitaire voyage, sur la vaccination rage. Oui, mais l'OMS est passé en 2+1. Et moi, je révise à chaque fois pour la rage. Oui, mais non, on vérifie, mais... 2+1 aussi. Oui, mais t'es suisse, toi. Avec ton banquier. Il est quelle heure? Oui. Soit on fait, si vous avez des questions sur n'importe quelle question de vaccinaux, sinon vous faites peut-être le dernier cas clinique qu'on avait. Il y a des questions là-bas. Oui. Merci. Si on fait un Bexero à 15 ans, ils seront protégés jusqu'à quel âge? Mais la durée de protection, déjà il faut faire 2 doses, hein. Voilà. Ouais. Et la durée de protection, elle n'est pas connue, on dirait au moins au moins 5 ans. On a les données à 7 ans des Anglais, donc on pourrait se dire, voilà, pour l'instant, c'est à 7 ans. Il n'est pas recommandé de refaire, par exemple, de faire à 15 et de refaire après, par exemple, à 20. Pour l'instant, c'est la vaccination à 15, en espérant que la protection soit un peu plus longue que ce qu'on sait pour l'instant. Les données qui sont immunologiques sont à 7 ans et demi. Je ne connais pas d'autres études publiées que celles à 7 ans et demi. Et du coup, quand on a vacciné son ado avant 15 ans, parce qu'à l'époque, il n'était pas recommandé, mais en tant que pédiatre, moi j'ai vacciné mes enfants, est-ce qu'il faudrait refaire une dose
Ouais. Alors, ça- Genre à 18-20 ans ou... Cette question, elle est très souvent posée quand même. C'est un peu comme le C'est petit un de peu le 7 ans petit tout cas. à l'heure. Ça dépend un peu de l'âge à laquelle vous avez vacciné vos enfants. Après, la question de est-ce qu'on refait une seule dose, mettons vous leur avez fait 2 Bexsero à 7-8 ans ou 9-10 ans, voilà par là. Est-ce qu'on refait une seule dose ou 2 doses? Là, il n'y a pas de réponse. Pour l'instant, c'est resté sur 2 doses. Mais après, on peut imaginer immunologiquement que ça agisse comme un booster et qu'il y a une réponse, comme tous les vaccins, ça soit une dose de rappel, un booster, que les anticorps remontent et que l'enfant soit protégé avec une seule dose. Mais au niveau officiel, il n'y a rien qui est statué sur ce cas précis. En fait, je pense que quand ils sont vaccinés, juste pour compléter, mais tu vas peut-être dire aussi, quand ils sont vaccinés dans la seconde enfance, par exemple à 8, 7, 8 ans, probablement un booster est suffisant. Après, on a un petit doute sur ceux qui sont vaccinés nourrissons. On se disait que peut-être une seule dose suffirait en rappel, c'était assez logique. C'est un vaccin qui est quand même... Voilà, enfin, on pensait que ce serait suffisant. Il y a des données préliminaires qui montreraient que peut-être pas. Mais c'est ça, en fait. Mais après, ça, c'est quand ils sont vaccinés nourrissons. Quand ils sont vaccinés plus vieux, bon... On je pense qu'une seule dose suffit. Données, hein, mais juste pour info, au CNR avec Mohamed Tar, ils se vaccinent tous les 5 ans. Hein. Pardon? Au CNR Méningo, Mohamed Tar... Pour les sujets à risque, bien non, sûr. Pour les gens du laboratoire, ils se vaccinent tous les 5 ans. Oui, ils sont sujets à risque, ils sont... Oui, ah bah... d'accord, mais moi je pense que nos ados, c'est des sujets à risque. Voilà. Ouais, bon, après, c'est des mesures de santé publique qui deviennent totalement déraisonnables en termes de santé publique. Si tu calcules le nombre de... Excusez-moi, mais c'est pas très... Mais c'est vrai, c'est la vraie vie. C'est quand même des mesures de santé publique. Tu peux pas te mettre à rembourser des vaccins tous les 5 ans, entre 15 et 25 ans, pour un nombre de cas. Enfin, je pense que ça paraît déraisonnable. Après, les sujets à risque, pour le coup, où l'incidence de la maladie n'est pas du tout la même, donc on ne parle plus d'une maladie rare, faire des rappels tous les 5 ans, je pense vraiment indispensable. Pour les... non, mais c'est en gros, c'est les aspéniques, les épisodothémisés, les déficits en fraction terminale du complément, enfin voilà, tout cela qui sont vraiment, mais un risque, on le sait, qui c'est très très important. Après, au coup par coup comme ça, oui, je sais, j'ai déjà discuté, moi, avec Mohamed Taha, même pour un voyage, est-ce que je refais? Enfin, tu vois, et il dit, au bout de 5 ans... tu peux refaire aller. Bon, mais pour ton enfant, je dirais oui. Non, mais je pense pas qu'on puisse raisonnablement recommander, honnêtement, des rappels tous les 5 ans pour le Bexsero chez l'adolescent. Pas pour l'instant. C'est déjà si vous arrivez à le faire une fois quand même chez les ados. Oui, c'est tu déjà veux le bien faire à passé, 15 ans, tu veux le faire à 15 et 20, c'est ça? Disons la question de la personne tout à l'heure. Forcément, les premiers vaccins qu'elle a fait, elle les a payés de sa poche. Maintenant, un remboursement de 15 à 20 ans, on ne sait pas si cet enfant... Je dis oui, il avait 7-8 ans, 8-9 ans. On lui refait une dose, bien sûr. Oui. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire, en population générale, elle n'est pas tout à fait pareille, là, la question. Là, c'est en population générale. On propose à 15 ans à tous les ados 2 doses de Bexsero Trubemba. Faut-il, parce que c'est la question, à 20 ans, leur refaire une dose? Ça, on ne le sait pas pour l'instant, de toute façon. On le saura d'ici 4 ans. Je me permets de répondre que déjà, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Dans 4 ans, on le saura. Il va falloir s'adapter à l'épidémiologie, comme on le fait tout le temps en vaccinaux. Et que, tu vois, c'est pour ça que c'est important quand même de mettre en face le nombre de cas, l'épidémio et tout. Et le prix. Et le coût en termes de santé publique, oui. Bon, si c'est les parents qui payent, c'est autre chose. Mais... Tu veux qu'on fasse le dernier cas? Le dernier cas, c'était une histoire de rattrapage qui tombe souvent. Alors, vas-y. Ouais, si tu veux, je te pose la question. Allez. Tu réponds. Donc, il a 10 ans et demi, presque. Il a été bien vacciné en enfance et ça arrive très souvent, il n'a pas eu le rappel à 6 ans des TP coqueluche. Et donc, tu lui as prescrit un rappel Tétravac, normalement dosé, là maintenant. Et est-ce que c'est bien ça qu'il faut lui faire comme vaccin, Tétravac, parce qu'il va bientôt avoir 11 ans, normalement c'est un Repevax ou Boostrix. Et est-ce que tu vas lui refaire à 11 ans, du coup? Parce que c'est 11 ans normalement. Alors, en vaccinaux, vous savez, il a eu sa primo-vaccination, donc on continue le schéma. Il a besoin de faire le vaccin des 6 ans qu'il est en retard, donc c'est une forme de rattrapage. Donc on lui fait le vaccin normalement dosé en anatoxine DET. On fait surtout pas le vaccin des 11 ans classiques, donc le Repevax ou le Boostrix. Donc oui, vous lui faites un Tétravac qui sera l'équivalent à 10 ans et demi de son vaccin des 6 ans qu'il n'a pas eu.
Après, la question, c'est est-ce qu'il faut lui faire donc son rappel des 11-13 ans. Donc, oui, on lui fait son rappel des 11-13 ans avec, dans 2 ans après. Hein, il faut attendre 2 ans entre le tétravac qu'il aura eu en retard et le vaccin des 11-13 ans plus faiblement dosé. Donc, oui, vous pouvez lui faire. C'est la règle. Ça, c'est la règle. Pierre dit pourquoi 2 ans. En fait, quand tu regardes les règles de rattrapage vaccinal, quand on est sur les rappels, on est censé, tu fais et tu attends 2 ans. C'est une règle, entre guillemets, qui... Bon, voilà. Dans le cas précis de cet enfant, on sait que les réponses immunitaires sont excellentes à l'adolescence. Et donc là, le problème, c'est surtout qu'il n'a pas été protégé jusqu'à l'âge de 10 ans et demi, mais en lui faisant la dose de tétravac à 10 ans et demi, vous allez le protéger. Et donc, très probablement que cette protection sera suffisante et qu'il pourra attendre le rappel qui est prévu à 25 ans dans le calendrier vaccinal. Attention, il faut absolument que la dose que vous allez lui faire maintenant soit faite avec le vaccin normalement dosé. Hein. Sinon, ça... Oui. Oui. On ne peut pas attendre 5 ans. Normalement, entre 6 et 11 et 5 ans, pourquoi on ne peut pas donc faire 10 ans et 15 ans? En fait, vas-y. C'est surtout qu'il va être suffisamment protégé. Pourquoi pas mais en vrai, c'est pas là déjà a priori, il n'aurait pas forcément besoin de cette deuxième dose là des 11-13 ans. Ensuite, c'est 15 ans, c'est un âge où on vaccine quand même plus difficilement. Enfin, il faut vacciner les adolescents. Il y aura déjà pas mal de vaccins contre les méningos à faire. Donc voilà, moi je resterai soit sur ça, soit sur une seule dose. Vous faites le tétravac à 10 ans et demi et c'est bon. En fait, l'idée, c'est de dire que de temps en temps, effectivement, il y a des règles de rattrapage vaccinal, mais dans la vraie vie, on sait que quand on fait un rappel normalement dosé à cet âge-là à un enfant, il booste très très bien son immunité et suffisamment pour tenir jusqu'à 25 ans. Voilà. Mais, en fait, pourquoi on l'a mis? Parce que c'est des questions qui tombent tout le temps, ça, Infovac, et il pourra aussi rencontrer un médecin, comme vous, qui dira « Ah bah attends, comme on est censé rattraper le nombre de doses qu'il aurait dû avoir pour l'âge, ah bah attends, à 10 ans et demi, il a eu la dose des 6 ans. Moi, je vais lui faire, je le vois, je sais pas, à 14, 15 ans, je vais lui faire sa dose des 11, 13 ans qu'il n'a pas eu. Et ça ne sera pas une faute de le faire. Voilà. Ça ne sera pas une faute, mais c'est une alternative. Et donc, vous pourrez rencontrer les deux types de réponses ou les deux types de conduites à tenir qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Et ce n'est pas du tout une erreur de lui faire un vaccin. Mais dans ce cas-là, il faut lui faire un vaccin effectivement faiblement dosé, qui est largement suffisant. Mais ça ne serait pas une erreur de ne pas le faire. Simplement, ce jeune, on répond ça souvent à Infovac, mais ce jeune, il va probablement croiser de toute façon un médecin dans sa vie qui va regarder son carnet de vaccination, qui verra peut-être bien son boulot et qui se dira « Attends, tu n'as pas eu cette dose, assez de doses, je te fais une dose supplémentaire. » Voilà, ce n'était pas pour vous embrouiller, c'était pour vous donner un cas assez récurrent. Il y a eu un moment où il n'y avait plus de tétravac. Enfin, c'était il y a 3-4 ans. Oui, tout à fait. Oui. Oui, et alors et du coup, j'ai pas mal de carnets de santé où du coup le Répévac ça a été fait à 6 ans. J'avais vu Infovac qui m'avait dit on rattrape le tétravac à 11 pour qu'il soit avec les bonnes doses de coqueluche. Mais des fois je les vois après et il y a eu Répévac 2 fois. Donc à 25 on fait du tétravac. Non, pas grave. C'est pas grave. Non. En fait, c'est pas que pour la coqueluche, hein. Même le tétanos, il y a 2 fois moins d'antigènes tétaniques. La diphtérie, il y a 15 fois moins d'antigènes d'antigènes diphthériques dans Répévax Boostrix versus Tétravac. En réalité, c'est vrai que cette règle-là, si vous pouvez le faire, c'est bien. Il a eu un faiblement dosé, on fait un fortement dosé en 11-13 ans. Mais il y a des pays qui font du faiblement dosé et dans la petite enfance, c'est même pas forcément 6 ans, des fois c'est 4 ans, et à l'adolescence, et ça marche très bien. Donc en vrai, cette règle-là, et peut-être qu'un jour, on n'aura plus de tétravac, et si on n'a plus de tétravac, on fera du faiblement dosé et à 6 ans et à 11-13 ans. Donc celui qui a eu un faiblement dosé 2 fois... Vous n'êtes pas obligé de c'est bon. Ok. Et il y a Yves, j'avais suivi un topo avec Yves Gillet l'année dernière, et il disait qu'il faut se méfier, parce que du coup, il y a une recrudescence de coqueluche, parce qu'il y a moins de doses de coqueluche qui ont été faites. Ok, très bien. L'année dernière, il y a une grosse... Oui, il y a une grosse épidémie. L'année dernière, il y a une très, très grosse épidémie de coqueluche. L'année dernière, c'est de celle-là dont vous parlez? Oui. Oui, l'année dernière, oui, il y a une recrudescence des cas de coqueluche. C'est juste parce que c'est cyclique et que c'est comme ça? Ouais, c'est cyclique, il y avait peut-être une partie liée à la dette immunitaire, avec suite à la période Covid. Et mon autre question, c'est en pratique, est-ce que vous faites les 3 vaccins à 11 ans
ou pas, ou vous faites 2-2? Alors, Répévax. moi, je suis en libéral. Je fais 3 vaccins à 12 mois. Voilà, j'extrapole un peu la question. À 12 Non, mois. c'est pas ça. Ouais. quel À âge? 11 ans, entrée en 6e, garde d'asile, rappel, rappel du Niemann-Rix ou du machin, là. Ouais, là, c'est WY. Ouais. Moi, personnellement, je fais pas les 3 chez les ados à 11 ans, sauf si vraiment ils viennent jamais et qu'ils viennent pas avec leurs 3 vaccins. Là, voilà. Mais de toute façon, il reviendra pour garde 6 mois d'asile. après. Donc la possibilité, c'est de faire à 11 ans le rappel Répévax ou Boostrix avec le premier garde d'asile, et quand vous le revoyez 6 à 12 mois après, le deuxième garde d'asile avec le vaccin ACWY. Voilà, plus vous faites tard le ACWY, mieux c'est en fait. Donc parce que ce qu'on veut, c'est le protéger surtout un peu plus tard. Je crois que c'est le schéma qui est proposé dans les collèges en 5e. Ouais. Comme ça. Moi, j'ai une question pour revenir sur le pneumocoque. Vous dites Prévenard, dose de rappel. Est-ce que Capvaxis va remplacer le Prévenard 20 ou pas? On reste, parce que j'ai peur que dans pas longtemps, on nous dise en fait, il ne fallait pas faire Prévenard 20, mais il fallait faire Cap 9. De toute façon, c'est comme ça la vaccino. Hein. On peut avoir peur, ça change tout le temps. Donc la peur n'évite pas le danger, ça changera. Mais pas le Capvaxive, qui a pour l'instant pas l'AMM chez l'enfant. Et le Prévenard là le Prévenard 20 à l'AMM à partir de l'âge de 6 semaines. Okay. D'accord? Mais avec un schéma 3 doses de primo-vaccination plus un rappel, c'est pour ça que pour l'instant, comme on est en 2+1 en France avec le pneumocoque, on ne passe pas au Prévenard 20, mais ça changera peut-être. Et dans l'attente des nouvelles recommandations pneumocoque qui sortiront en 2026, on peut proposer, pour une meilleure protection, au moins en dose de rappel, de faire du Prévenard 20. Mais le Capvaxive est pour l'instant réservé à l'adulte âgé. Et recommandé, mais pas encore remboursé chez le plus de 65 ans, le Capvaxive. Dernière question, là-haut. Oui. Et les 18-65 ans, Aris, pardon, excusez-moi. Ouais. Et au sujet de la vaccination coqueluche pour les professionnels de santé, j'avais entendu que c'était un rappel nécessaire tous les 5 ans. Vous confirmez? Oui, d'accord. C'est toujours le cas, ça c'est suite à l'épidémie de coqueluche qu'il y a eu, donc il y a eu un peu plus d'1 an. On sait très bien que le vaccin il n'est pas efficace plus que 5 ans sur la transmission globalement. Et donc si on voulait vraiment éviter les cas, il fallait rapprocher les doses. Donc ça fait rapprocher. C'est la même chose pour le cocooning. Quand la maman n'a pas été vaccinée contre la coqueluche pendant la grossesse, on maintient une stratégie de cocooning en proposant la vaccination à toutes les personnes qui vivent sous le même toit, qui sont en contact rapproché, qui ont reçu leur dernière dose il y a plus de 5 ans. Donc ce délai de 5 ans, à la fois pour le cocooning, si la mère n'a pas reçu le vaccin coqueluche pendant la grossesse, et pour les professionnels de santé, il est toujours d'actualité. Peut-être ça changera et on reviendra en arrière avec le 10 ans, mais pour l'instant, c'est toujours ça. Et personnel de crèche aussi. Normalement, oui. Bah oui, mais bon, en pratique, voilà, c'est très compliqué de vacciner tous les gens tous les 5 ans. Hein. Ah oui, hépatite A, personnel de crèche. D'ailleurs, j'ai une bonne question à ce propos-là. C'est moi qui vais vous poser des questions. La vaccination hépatite A, personnel de crèche, qui est normalement recommandée, elle n'est pas remboursée pour les... Elle n'est pas remboursée par la Sécu, mais normalement, elle est prise en charge par le CCAS, puisque c'est du vaccin professionnel. Donc, l'encadrement de la ville devrait rembourser ce vaccin. Mais en pratique, personne ne le demande, personne ne le demande. Si je travaille, Ah oui. Ouais. Donc les municipalités, en gros. Voilà. Si c'est une crèche municipale. Mais 15 €, c'est tout. Ouais, si elles ne sont déjà pas convaincues, et en plus 15 €, ouais, exactement. Petit témoignage, je suis pédiatre de crèche depuis plus de 30 ans. Je l'ai eu, l'hépatite A. Le personnel de crèche, vaccination antigrippale, même pas la majorité. Hépatite A, n'en parlons pas. J'avais essayé de temps en temps de faire une sensibilisation, puis j'ai vite laissé tomber parce qu'on a d'autres priorités. J'y suis que 3 fois 1 heure par mois. Mais la médecine du travail se désintéresse complètement de ces choses-là. Alors, de temps en temps, j'essaie de les sensibiliser contre la grippe. Je me dis, bon... Je suis sûr que c'est pareil dans la plupart des crèches. Parce qu'on a dépassé l'heure, en fait. Je crois qu'on va arriver au bout de... Merci. Ah, il y a Brigitte. Il y a quoi, t'as dit? Un amendement au PLFSS pour la vaccination obligatoire des soignants, y compris les libéraux. Ah oui. Ouais. Voilà. Ouais. Mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Hein, oui, c'est ça.
Merci à tous d'être restés. Merci à nos experts. On voit que la vaccination, c'est inépuisable en termes de questions. C'est toujours très riche. Merci beaucoup.